T'es prêt ? Oui, vas-y. Parce que ça enregistre là du coup. Hein. Très bien. Bam. Bref. Easy. Salut à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. Waouh, quelle ambiance super, c'est super cool, franchement, on va parler de BD. Waouh, génial, trop bien, merci Corentin, salut, ça va ? Ça va toi ? Super. On va pas la faire comme On ça. parle hyper vite, tout le temps. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré, et joyeux Noël bien entendu. Vous nous écoutez là, vous avez eu le droit au numéro spécial Q&A avec nos auditeurs, et maintenant on est de retour avec un petit back issues spécial V. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de vous parler de quelques comics qu'on a lu sortis récemment. Bah ouais, on est comme ça, on parle de comics tout le temps, Oui. on ne s'arrête pas, et surtout puisque Noël est passé, vous avez peut-être eu des étrennes et donc vous avez peut-être des envies de dépenser des sous. Alors plutôt que d'acheter des films, des jeux vidéo, des trucs pas bons pour le cerveau, et bien on va vous conseiller des bandes dessinées à l'ancienne. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on C'est bien fait. les fêtes de ton côté. Super, super, l'Alsace, tu sais ça nous gagne, hein. Comme on dit. Ça nous gagne. Je ne sais pas. Usurpateur. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, donc non, on est vraiment là par contre pour proposer quelques sorties VF qui sont sorties, qui vont sortir, qu'on a lu, qu'on a envie de vous recommander ou en tout cas d'aborder. Avec voilà cette petite émission, on est parti pour 1 heure avec des comics, avec bien entendu l'ami Corentin. Hey. Puisque Corentin, c'est celui qui lit les BD et moi, voilà, je ne fais que les présenter. Après, justement, Corentin, on va commencer avec toi aujourd'hui. Oui. Et comme c'est un petit peu Noël, encore l'esprit, j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de te donner ce que tu aimes. J'ai envie de te sympa, caresser ça. dans le sens du poil. Corentin, parle-nous un petit peu d'Alan Moore, j'ai envie de dire, et parle-nous surtout donc du Vision d'Alan Moore chez Comics Initiative. Alors, ça a été, comme tous les ouvrages de Comics Initiative, soumis à une campagne de financement participatif qui a été réussi. Ça a été envoyé au soutien de juste avant Noël. C'était vraiment leur pari, c'était de pouvoir l'envoyer avant la fin de l'année. Et donc ça arrivera par contre dans les librairies là, courant du mois de janvier, donc dans leur collection Mavericks. Vision d'Alan Moore, qu'est-ce que c'est, Corentin ? Eh ben écoute, c'est un projet alors qui je crois d'ailleurs est inédit en cela qu'il compile du coup différents projets qui ont déjà été faits en VO évidemment, mais je suis pas persuadé que contrairement à beaucoup de projets de Comics Initiative où tu sais des fois ils récupèrent des éditions que ce soit chez Avatar Press ou récemment on avait aussi Movable Oath qui était édité chez Fantagraphics. Là en l'occurrence ça m'a plus l'air d'être un recueil vraiment entre guillemets conduit par Michael Jérôme et son équipe. Alors, pour vous résumer, c'est donc un volume qui comprend plusieurs réinterprétations des textes d'Alan Moore. C'est-à-dire qu'Alan Moore, évidemment, on connaît ses bandes dessinées, mais c'est un auteur qui, comme Neil Gaiman, a frayé un peu avec d'autres genres littéraires. À une époque, il comptait notamment faire une pièce de théâtre, qui était en fait aussi une comédie musicale, on va dire, et donc il a écrit des chansons pour cette comédie musicale-là, donc qui sont dans ce volume-là d'une certaine façon, puisqu'elles ont été repensées en comics par deux personnes qui sont Anthony Johnston et Juan Roserip. Donc Juan Roserip, on a un peu l'habitude de dire que c'est un petit peu le Jack Kirby de Avatar Press, au sens où c'est un petit peu le mec qui définit graphiquement les grands projets d'Avatar Press que vous aviez vu notamment sur la trilogie Warren Ellis qui est éditée chez iComics. Donc effectivement, là, c'est pas du Alan Moore au sens strict, puisqu'il n'a pas écrit, on va dire, l'intrigue, même si c'est difficile de parler d'intrigue. Il a écrit des textes qui ont été réinterprétés dans l'esprit, on va dire, d'Alan Moore, par Johnston et ensuite illustrés par Rip. Donc en l'occurrence, ces deux histoires-là sont All Gangsters Never Die et Another Suburban Romance, pardon. Donc il s'agit en fait de chansons qui parlent un petit peu du déclin social, à la fois de l'imagerie des gangsters dans les films des années 30, l'imagerie du cinéma d'ailleurs, c'est assez intéressant, et voilà, grosso modo. Donc c'est des trucs qui sont assez particulier à manœuvrer. Comme je l'ai dit dans la critique, c'est pas forcément là qu'un gros fan d'Alan Moore qui cherche justement de l'inédit en BD va probablement s'orienter, mais le volume en soi est intéressant parce que c'est un bouquin qui parle un petit peu de comment différents auteurs ont posé un regard sur Alan Moore. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, évidemment, interpréter des chansons qui n'ont pas de contexte narratif, entre guillemets, comme le font Johnston et Rip, ça permet à ces auteurs et à cet artiste-là de
d'imaginer un petit peu ce qu'Alan Moore a voulu dire avec ses chansons assez imagées. On rajoute avec ça, donc dans le volume, il y a aussi la nouvelle Light of Thy Countenance qui parle un petit peu de la vision qu'avait eu Moore en 95 sur la prédominance des écrans de télé. Alors on peut appliquer ça maintenant aux écrans de smartphone, aux écrans de PC, de tablettes et compagnie, donc l'omniprésence des écrans vue dans l'histoire des États-Unis. Et qui est illustré cette fois-ci par Felipe Massanera, je crois, un artiste brésilien qui ressemble beaucoup à Alex Ross, qui a un style très peint. Ah oui, non, c'est magnifique. Hein. Tout à fait, voilà, et qui lui justement va peut-être plus chercher à rendre un hommage au découpage de Dave Gibbons, notamment. Il y a l'image de l'écran qui s'éteint avec cette espèce de vieille technologie hertzienne, où tu avais une sorte de point lumineux au milieu de l'écran qui forcément évoque du coup le Dr Manhattan. Et surtout, le plus important, c'est Alan Moore's Writing for Comics, qui est donc le manuel d'écriture, entre guillemets, qu'Alan Moore avait conçu, je crois, chez Avatar Press aussi, qui du coup détaille un petit peu son processus créatif, et qui est d'ailleurs assez connexe d'un autre bouquin dont on va vous parler tout à l'heure, qui est Promethea, pour en fait comprendre un petit peu comment Moore construit ses histoires, comment est-ce qu'il place ses symboles, et quel rapport il a lui à l'imaginaire, à l'imagination, au monde de l'esprit, et à la façon dont la fiction doit être une sorte de véhicule pour les idées, entre guillemets. Donc tout ça est assez intéressant, et comme je le dis, c'est vraiment à la fois bien pour les complétistes d'Alan Moore, qui du coup récupèrent un très joli volume, qui en plus a la chance d'avoir une superbe couverture de Laurent Lefebvre, qui lui plutôt est plus le Jack Kirby de Comics Initiative quelque part, qui d'ailleurs la couverture, bon, c'est assez rigolo, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit c'est du Corben. Tu vois, quand tu vois la gueule de Moore au sommet de cette montagne, il y a un petit peu ce style un peu caricatural, très propre à Corben, et Lefebvre d'ailleurs assume l'inspiration. Et c'est aussi un hommage à un autre Arnaud, le Arnaud du multivers qui peint des toiles à l'huile, qui est Arnold Böcklin, qui avait conçu une série de toiles en hommage à une île, l'île des morts ça s'appelle, qui était aussi un hommage au cimetière de Florence, etc. Donc c'est plutôt joli, c'est très bien illustré, c'est au-delà même de l'apport des artistes, il y a vraiment... Vas-y. Ouais, je veux dire, c'est essentiel un peu l'art d'écrire des comics par Alan Moore quand même. Tout à fait, ouais. Mais surtout, c'est rigolo parce qu'effectivement, on voit aussi que Comics Initiative a laissé la parole au traducteur, qui explique un petit peu comment justement il s'approprie la musicalité des paroles de Moore, comment, comme Alex Nikolavitch, du coup, se sont un peu mis dans la BD parce que Moore, quelque part. Et donc, le volume porte bien son nom, en fait, c'est différentes visions posées sur Alan Moore, sur le personnage Alan Moore, à la fois pour les artistes qui ont dû adapter ses travaux en bande dessinée alors que ce n'était pas fait pour ça au départ, et aussi pour les traducteurs, pour les éditeurs qui justement se posent la question de qui est Alan Moore et comment lui rendre un hommage et quelle est sa place dans l'imaginaire, dans la BD, etc. Donc c'est un projet qui est super intéressant, ça probablement appellerait à justement d'autres suites comme ça, on pense notamment à Neil Gaiman par exemple, Neil Gaiman qui a écrit beaucoup de prose qui ont été ensuite adaptés en BD, et c'est pareil, c'est un petit peu... du coup des artistes qui ont essayé de transformer des idées écrites en noir sur blanc en intégrant l'imaginaire graphique de Neil Gaiman, qui est quand même assez évident aussi avec le Sandman et compagnie. Donc moi j'aime beaucoup ce qui en a été fait. C'est assez généreux, il y a plein de pin-up, etc. Il y a plein d'extraits de magazines, les illustrations de l'autre couverture qui a donc été un des bonus entre guillemets pour ceux qui backaient beaucoup, est aussi de Laurent Lefebvre, tu sais, avec le double visage, en double visage qui est assez génial effectivement aussi. C'est intéressant justement de voir cette espèce de frange de l'indé entre guillemets, parce que Comics Initiative est quand même une toute petite structure, réussir à faire un truc aussi bien foutu, aussi fourni. Moi franchement je le conseillerais vraiment à tous ceux qui comme moi sont des amoureux d'Alan Moore et qui, plus que vraiment d'avoir des inédits de lui, parce que ça va arriver aussi, là récemment ils ont annoncé la Bob Jeffries saga, aime bien en fait réfléchir un petit peu à la figure du géant, la figure un peu tutélaire du géant, et en fait dans ce bouquin il y a différentes personnes qui essayent d'y réfléchir et d'apporter une sorte de complément à tout ce qui n'a pas été fait en bande dessinée. Donc c'est vraiment un beau projet, un beau volume, qui en plus moi m'a été livré avec un sous-boc Alan Moore Vision, donc je suis très content. Maintenant il me sert à poser mon thé quand je feuillette Hellboy. Ça c'est pour ceux qui ont backé la campagne. Exactement, voilà, donc plutôt une belle idée, une belle initiative, effectivement, qui dépasse un petit peu le côté... Une belle comics initiative, pas mal, quelque part. Qui dépasse un petit peu le côté simplement on va prendre un bouquin qui a été édité en VO et le traduire. Là c'est vraiment un bel ensemble composite sur l'éditorial aussi, pour se dire, même pour ceux qui veulent savoir justement plus un peu des coulisses, il y a vraiment des trucs qui sont plutôt bien fichus dans ce projet. Voilà. Eh bien, très bien, Corentin, merci. Donc voilà, ça sortira, je vous le dis, ce sera disponible là, courant janvier normalement en librairie, et ce sera vendu au prix de 30€. Donc gardez-vous le nom en tête. De toute façon, c'est dans la description du podcast, vous l'avez. Et voilà, et donc mettez-vous 30€ de côté si ça vous intéresse. Et on va continuer avec Alan Moore. Je te l'ai dit, c'est période de Noël, c'est cadeau pour toi. On se fait vraiment
plaisir. Tu veux faire un tunnel Corentin Moore du coup Ah mais complètement. Gentil, et donc on va parler, alors on essaiera de faire un podcast dédié là-dessus parce que ça mérite vraiment de le faire et qu'on a quelques personnes avec qui on a envie d'en discuter plus en détail, mais un petit brief juste sur Promethea tome 1, donc réédition et nouvelle traduction de Jérémy Manès sortie dans la collection Urban Cult de Urban Comics avec une très belle couverture blanche et dorée, très très beau travail de Fab, comme tous les bouquins Urban Cult, hein, on se rappelle du Camelot 3000 aussi qui était ultra joli, tout à fait, ouais. Le Swamp Thing de Len Wein aussi était très beau, donc voilà, bel album, mais surtout le contenu, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est alors? Voilà, de quoi ça parle. C'est vaste. Oui. Bah, vous avez dû le voir dans la critique, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je pense, à 2-3 moments. Parce donc, que c'est une critique que tu as rédigée sur Comics Blog, puisque c'est là où tu rédiges encore tes critiques en ce moment. Effectivement, ouais. C'est effectivement assez compliqué d'en parler. Il y a des bouquins d'analyse qui ont été publiés sur le travail de Moore dans Promethea. Il y a même des vraies analyses, entre guillemets, de kabbalistes, entre guillemets, donc qui est cette croyance un petit peu spirituelle qui descend de la Torah et d'interprétations un peu cultuelles, un peu folkloriques qui vont avec ça. Donc en résumé, si je devais le vendre entre guillemets à quelqu'un, je dirais là encore qu'évidemment ça s'adresse d'abord aux fans d'Alan Moore, mais pas forcément au style particulier de scénario d'Alan Moore, puisque c'est vraiment une œuvre qui parle de ses croyances à lui. C'est-à-dire quand il a eu 40 ans, Alan Moore s'est intéressé à la spiritualité. Il a dit un peu ironiquement qu'il avait envie de devenir un de ces vieux cons passionnés qui barbent leur entourage avec un sujet très de niche, et que lui, du coup, il s'était orienté vers la magie. Et la magie, pas au sens où on s'envoie des boules de feu, où on récite les formules d'Harry Potter, mais plus la magie dans ce qu'elle dit de l'esprit humain. C'est-à-dire comment on cherche des symboles un petit peu fantasmés, un petit peu illusoires dans le réel, dans le quotidien, etc., pour dépasser un petit peu la surface des choses, enfin la superficialité, on va dire, du monde réel, consumériste et compagnie, pour chercher à comprendre les cultures anciennes, comment notre imagination nous permet un petit peu de communiquer, et comment en fait tout part du langage, comment tout part de la vision qu'on pose sur les choses, et comment en fait l'esprit humain s'est formé justement grâce à l'imagination, au moment où on a vu un bœuf quand on était encore des hommes singes, et qu'on s'est dit il nous faut un mot pour pouvoir parler de ça. On a commencé à concevoir un langage, et avec le langage viennent les idées, puisqu'ils viennent aussi les mots qui parlent de l'immatériel, et tout ce qui va avec, donc les arts, les religions, la culture, etc. Donc Promethea part comme un comics de super-héros tout à fait traditionnel, qui est inspiré par Shazam, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui va récupérer les pouvoirs d'une très vieille déesse de l'Égypte, pas antique, puisque ça part au 5e siècle après Jésus-Christ, mais qui, après un rituel, on va dire, particulier, peut se transformer en Captain Marvel, Shazam. Slash Wonder Woman un peu. Slash Wonder Woman, tout à fait, c'est très inspiré par Wonder Woman. Le premier volume va un petit peu être justement sur cette espèce de surface. En fait, c'est un récit d'apprentissage. Mais pas que de l'héroïne, mais aussi du lecteur. C'est-à-dire que Alan Moore va essayer de vous expliquer quelles sont ses croyances, quels sont ses points de vue sur la vie, et le faire de manière assez didactique, c'est-à-dire que ça part effectivement dans un monde de super-héros qui va ensuite analyser l'histoire de la bande dessinée, puis après aller vers les trucs plus mystiques, ce qu'on voit en fin de volume ici, puisque ça parle du tarot, et ça explique un petit peu l'origine de l'univers selon les cartomanciens du tarot. Donc c'est vraiment très bien foutu, c'est considéré par beaucoup de gens, je sais pas si j'en fais partie, mais comme le chef-d'œuvre d'Alan Moore, le chef-d'œuvre définitif. Le chef-d'œuvre définitif et méconnu d'Alan Moore. Exactement, ouais. Enfin méconnu, ça c'est quand même assez connu, Promethea, c'est pas... si tu dis Alan Moore, même dans des cercles initiés, c'est pas Promethea qui arrive en premier dans la bouche de tous. On est d'accord, effectivement, après c'est dans ce sens-là que je veux dire. Aussi par rapport à Watchmen ou par rapport à... Voilà, et puis c'est pas une marque très connue. Mais même sans film, je pense que Watchmen passe avant le reste quand tu cites Alan Moore en général. Oui, c'est possible. Mais bon, après, voilà, il y a les paras du super-héros et tout, là, c'est quand même... il faut avoir envie d'y aller, on va dire. Alors, moi, je pense que, encore une fois, la critique, ou plutôt la note, en l'occurrence de la critique, est assez claire. Je considère que c'est un chef-d'œuvre, effectivement. Il y a beaucoup de discussions à avoir sur le contenu de Promethea, sur la forme, que ce soit au niveau du féminisme, que sur le plan, justement, du rapport entre imaginaire et réalité. Mais ce qu'il est important de comprendre, et je pense que je vais m'arrêter là-dessus, c'est que quand Alan Moore parle de magie en tant qu'auteur de fiction, il parle plutôt de la transformation du réel. C'est-à-dire un petit peu comme justement dans Watchmen, quand le Dr Manhattan explique qu'un miracle, ça peut aussi être juste deux personnes qui ne s'aiment pas et qui font un enfant qui est la somme de leurs deux qualités communes, alors que ça ne devrait pas marcher. Là, c'est pareil. Grosso modo, Alan Moore, il écrit Promethea pour essayer d'inciter les gens à penser, d'inciter les gens à réfléchir, à voir les choses différemment. Et il espère, avec ça, créer une sorte d'éveil des consciences, d'éveil collectif pour questionner un petit peu les modes de dominance qui sont justement très superficiels, que sont le capitalisme, le patriarcat, etc. Donc,
Voilà, il faut avoir envie. Moi, je considère quand même que ça se lit avec plaisir, même sans forcément adhérer au cours d'histoire géo, on va dire, puisque ça reste ludique. Hein. Il y a des dialogues rigolos, il y a plein de blagues justement méta un peu sur l'histoire de la bande dessinée, si c'est ce qui vous plaît chez Moore. Et il y a aussi un thème sous-jacent qui est très important, qui est l'homosexualité, la transidentité et la féminité, qui sera développé plus tard, mais pour l'instant, effectivement, on rentre dans les chaussons, c'est-à-dire que c'est vraiment une aventure de super-héros assez conventionnelle, qui empaquette beaucoup d'intelligence et beaucoup de réflexion sur le médium et sur l'art en général. Donc voilà, après je sais pas s'il y a besoin de le vendre précisément, parce que évidemment c'est Prométhéas, c'est Alan Moore, c'est J.H. Williams III, on a oublié de le dire. Oui. Un très grand dessinateur qui s'est fait connaître pour Batwoman. Là il n'est pas encore au niveau de Batwoman, on va dire, au niveau des ancrages et des couleurs, parce que les couleurs forcément vieillissent un peu moins bien, parce qu'à l'époque, bon, pas pour faire un cours d'histoire, mais les couleurs numériques sont arrivées assez vite dans les comics des années 90, et on a mis du temps un peu à les domestiquer, mais dans l'ensemble ça reste très très beau, c'est un vrai travail de composition, il y a des vraies réflexions pareil sur la façon dont on peut structurer une page et comment on va ordonner un récit avec des découpages un petit peu archaïques, anarchiques justement. Donc voilà, c'est un chef-d'œuvre qu'il est bon d'avoir lu, qu'il faut justement ajouter dans la pile de Moore si on veut vraiment comprendre le personnage et comprendre un petit peu sa vision vraiment globale, holistique sur la bande dessinée, l'art, la libération, etc. Ok, très bien. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, un podcast spécial pour parler en détail de Promethea, pour faire plaisir au Moore sexuel comme Corentin et toute sa cabale en français qui existe également. Non mais voilà, on a vraiment envie de l'aborder de fond en comble, et avec des personnes qui ont notamment bossé dessus pour la version française, pour ne pas les nommer. Oui, alors j'avoue, je n'ai pas fait le comparatif entre l'ancienne édition Semic, je crois. Mais justement, la personne qui a fait la traduction se chargera d'en parler. Mais il y a vraiment des choix qui sont assez clairs, notamment, si vous lisez Promethea en VO, notamment en single issues, vous verrez qu'il y a un courrier des lecteurs où on reproche à Alan Moore l'emploi de certaines tournures, et on voit que Manès a fait des efforts pour justement rendre ce langage plus fluide en français. C'est très bien traduit. Après voilà, c'est justement même le numéro sur le tarot fait un vrai effort pour essayer d'aplanir un peu les tournures qui sont parfois assez compliquées. En anglais c'est vraiment assez pointu, la façon dont parle Alan Moore, parce que justement il fait parler des figures un peu antiques, il met beaucoup de poésie et de musicalité dans ses mots, et Manès justement arrive bien à faire véhiculer l'idée que c'est finalement plus simple que ça n'y paraît. Donc effectivement, même pour les amoureux de VO, je conseillerais quand même de posséder ce volume-là en VF. Puis il est beau, d'autant plus qu'il est effectivement assez beau, et puis il y a des bonus, croquis et compagnie. Donc voilà, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 35€. Vous avez un lien dans la description, et n'oubliez pas que ces petits liens qui se cachent dans nos podcasts vous renvoient chez nos partenaires de Comic Zone, un comic shop lyonnais qui est cool, qui est sympa, et en plus si vous commandez chez eux par ces liens, ça nous fait un petit pourcentage qui nous permettra d'acheter de la coke. Voilà, grosso modo. Donc si vous voulez profiter du rire de Corentin, parce qu'il faut savoir que pour avoir ce rire Corentin, on doit prendre de la coke avant chaque podcast. Tu regardes, j'ai pas ça, sinon je fais ça. Ouais, exactement, et c'est beaucoup moins rigolo. C'est très très nul. Bref, non mais par contre voilà, si vous pouvez soutenir un comic shop indépendant, si vous n'en avez pas dans le coin, ou que la livraison ne vous fait pas peur, n'hésitez pas. Et on continue avec un petit détour chez Delcourt avec une sortie. Alors je sais pas si c'est événementiel ou pas, mais un nouveau tome en fait dans l'univers du Walking Dead de Robert Kirkman, mais un récit qui s'appelle le Walking Dead l'étranger, qui est écrit par Brian Kevough et dessiné par Marcos Martin, et qui à la base émane de la plateforme Panel Syndicate, qui a été créée par Marcos Martin, qui est on vous en parle souvent dans les front pages quand de nouveaux projets arrivent chez eux, ou on vous en parlait à l'occasion du dernier né de Donny Cates chez eux. Voilà, The One You Feed, merci. C'était donc une plateforme qui propose de retrouver en ligne des comics, souvent par de très très grosses équipes créatives, de très gros créatifs. Et le concept, c'est you pay what you want, vous donnez ce que vous voulez pour la version numérique. C'est-à-dire que si vous estimez que ça vaut $2, vous mettez 2. Si vous estimez que ça en vaut 20, vous mettez 20. Et si vous êtes si vous n'avez pas de sous, que vous n'avez pas les moyens, vous mettez 0. Et vous pouvez quand même lire ces travaux. C'est un modèle qui a priori est viable pour eux, mais surtout voilà, il y a toujours eu des éditions généralement imprimées des récits qui sortent là-bas. Par exemple, vous avez The Private Eye et Barrier
Warrior de Marcos Martin et Brian K. Vaughan, donc justement cette équipe-là, qui sont sortis en version imprimée chez Image en VO et chez Urban Comics en VF. Et du coup, il y avait eu une sorte de crossover / partenariat entre Marcos Martin, Brian K. Vaughan et Robert Kirkman pour faire un récit qui se déroule dans l'univers de Walking Dead, a priori au même moment, en fait, au moment des débuts de l'apocalypse zombie. Et donc, ce récit qui date maintenant, en fait, arrive en VF dans un album qui est proposé avec en bonus le single issue que Robert Kirkman et Charlie Adler ont fait cette année en soutien au comic shop qui était le Walking Dead Negan Lives, qui donc est titré Le Retour de Negan ici, donc qui est inclus en forme de fascicule, en petit floppy. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir grosso modo un petit shot de Walking Dead supplémentaire avec des jolis noms dans les deux cas. L'étranger, est-ce que c'est bien ou pas, Corentin ? Bah, moi je trouve ça bien, mais anecdotique, on va dire. C'est là justement que se pose un peu le problème pour moi, c'est que Brian K. Vaughan, on sait que ça fait très longtemps qu'il ne travaille plus pour les autres, entre guillemets, il crée ses propres BD. Marcos Martin, de la même façon, est un mec qui est pétri d'indépendance et qui... Probablement que les deux se sont dit que ce serait un beau cadeau à faire aux fans, ou bien une publicité pour la plateforme. Ouais, c'est ça. Voilà, ça date il y a quelques années maintenant. Mais quelque part, justement, moi je trouve que j'ai pas envie de le descendre, quelque part c'est bien d'avoir du Brian K. Vaughan et du Marcos Martin, c'est très joli, donc c'est en noir et blanc, en l'occurrence l'étranger, The Alien en anglais. Donc ça parle d'un personnage effectivement donc en Europe, pendant l'invasion, l'épidémie de zombies, qui va faire une petite rencontre d'une jeune femme, et tous les deux vont décider de quitter un peu le continent pour aller aux États-Unis. Voilà, il y a un peu de symbolique justement sur cette espèce de parenthèse entre guillemets sur le vieux continent. Maintenant, au-delà justement des signatures et du trait de Marcos Martin qui est très agréable à regarder, c'est vrai que pour ceux comme moi qui sont fans, on va dire, du style Walking Dead traditionnel, mais qui auraient bien aimé justement voir un peu d'autres artistes venir compléter un peu de temps en temps, bah ça se lit carrément. J'ai plus l'impression, si tu veux, que Delcourt, quelque part, veut proposer du Walking Dead en plus, parce que ça reste quand même la machine Afrique ultime. On peut pas leur en vouloir, quelque part, c'est pas non plus idiot d'imaginer pour les complétistes, les gros complétistes, d'avoir tout ce qui est sorti sur Walking Dead. De la même façon, le retour de Negan, moi ça me paraît pas super utile d'ajouter ça après le tome 33. Non, mais après ça fait un joli clin d'œil, notamment parce que par rapport à un élément particulier, une certaine tombe en fait qu'a fait Negan, en fait, tu vois que dans l'épilogue justement de The Walking Dead, tu voyais qu'elle avait changé, et quelque part ce petit récit là assez court permet de te montrer un petit peu ce qui a amorcé ce changement. Donc ça fait quand même un lien avec l'histoire principale, ça permet d'avoir un petit peu Negan le temps d'une vingtaine de pages, toujours ça de prix. Après voilà, faut dire que c'est aussi un comic book qui a été fait, ce n'était pas prévu à la base, c'est parce que Steve Geppi de Diamond Comics a dit à Kirkman, ouais, est-ce que tu veux nous aider est-ce que tu veux créer quelque chose pour aider les gens à revenir dans les comic shops après notamment le gros premier confinement du printemps. Et donc voilà, Walking Dead forcément ça a toujours été aussi une locomotive pour les États-Unis, pour les comic shops, donc c'était une occasion de proposer quelque chose qui fait revenir les gens en boutique. Oui, bien sûr, et puis même de la même façon, c'est intéressant de voir Vaughan et Martin qui justement sont un peu des auteurs de la révolution Image Comics, Marcos Martin un peu moins, mais Brian K. Vaughan c'est quand même l'un des mecs qui justement symbolise le mieux le comics indé fort et de long terme, etc. Faut se rappeler qu'évidemment Image Comics sans Walking Dead n'aurait pas du tout la même trajectoire, c'est vraiment la BD qui a donné envie aux gens de lire de l'indé, qui a fait gonfler les caisses d'Image Comics au point justement de pouvoir financer d'autres projets plus aventureux. Donc c'est vraiment un truc qui est important pour, j'imagine pour eux justement de participer même modestement à ce bel édifice. Maintenant vraiment moi je le considérerais que, on va dire, aux vrais gros fans qui veulent avoir une collection complète de tout ce qui s'est fait en Walking Dead, parce que finalement c'est vrai qu'il y a très peu de bonus. Il n'y a pas eu 40 mini-séries sur Glenn ou sur ce que vous voulez en dérivation, et quelque part, etc. C'est bien en fait de voir que c'est un à côté, mais c'est l'un des seuls à côté qui tout à fait. Après, il faudra voir si justement Kirkman d'ici quelques années n'a pas envie d'y revenir. C'est ce qu'il met un peu dans la poste, c'est qu'il dit vraiment faut jamais dire jamais, mais t'as pas l'impression qu'il y a besoin forcément parce que tu connais la fin de l'histoire en fait, donc t'as pas forcément de. Il est jamais revenu dessus. Il a dit bon bah voilà, Invincible c'est fini. Ouais, alors c'est particulier parce qu'il vient de sortir un numéro récemment. Ouais, bon, après là il y a la série télé qui arrive, qui fait qu'ils auront peut-être besoin de capitaliser. Mais bon, Walking Dead, tu vois, quelque part la série télé, il a fait presque essoufflé avant le comics, donc bref. Donc ça pour dire, voilà, grosso modo, moi qui suis pas forcément un énorme fan de Walking Dead, je dirais, si vous êtes comme moi, que vous lisez par plaisir les tomes de la saga principale,
Est-ce que vous voulez dire, lire du Vaughan et du Martin, il y a peut-être justement, plus intéressant à lire avant, dont The Private Eye qui est chez Urban, je crois. Ouais, c'est ça. Et Barrière qui aussi. Pareil, voilà. Donc pour le coup, qui sont vraiment 2 excellentes séries. Mais qui n'ont pas grand chose à voir. Là, ça fait un peu le volume bonus. Ouais, mais c'est un bonus, c'est un bonus. De toute façon, c'est pour ça aussi que voilà, c'est alors tu peux en discuter si tu trouves ça trop cher ou pas, mais c'est proposé à 13,50 €, donc c'est quand même un investissement. Ça me paraît honnête quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas le truc le plus ouf. Alors oui, c'est une lecture qui se fait rapidement. Les deux, vous en avez pour 1 heure grand max à tout lire l'ensemble. C'est pas. Puis c'est intéressant de voir Martin qui travaille beaucoup avec la couleur en général, faire du noir et blanc. Ouais. Ça t'a l'impression un petit peu d'avoir une sorte de version un peu artiste édition, tu vois, parce que c'est quand même du beau noir et blanc en plus. Mais c'est vrai que moi, justement, ça me déstabilise. Martin, c'est quand même un mec qui, justement, s'est fait connaître aussi pour son goût pour la couleur un peu flashy, etc. Là, le voir en noir et blanc, ça me fait bizarre. Tu vois, je suis tout déstabilisé. Là. Bah oui, je vois ça. Pas bien. Là, bah oui. Mais non, voilà, après, qu'est-ce que tu veux dire? Non, pour le coup, 13€, effectivement, ça vaut le coup si vous êtes un gros fan de Walking Dead. Ouais, c'est ça, c'est pour les collectionneurs parce que effectivement, tu profites quand même d'un album cartonné de fabrication tout à fait correcte, très bien. Ce sera très bien pour aller avec le reste de ta collection si t'as pris les éditions en dur, du coup, puisque les autres seront d'habitude en souple. Enfin voilà, donc c'est plutôt pour les fans parce que ce n'est pas un mauvais récit. Hein, c'est effectivement intéressant de voir Martin à l'œuvre d'un point de vue artistique. Et donc pour les fans et les compétiteurs, on vous invite à retrouver ça chez Delcourt. Et on va passer du côté de Panini, mais alors pas du côté de l'univers Marvel d'abord. On va aller aborder l'une des 2 premières séries de TKO qui nous arrivent en France. Sentient, on en avait déjà parlé quelques fois de Jeff Lemire et Gabriel Valta, mais là on est là pour parler de Sarah, qui était vraiment l'un des tout premiers titres donc de cette nouvelle maison d'édition indépendante américaine qui s'est lancée il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et donc, il avait commencé très fort avec Sarah de Garth Ennis et Steve Epting, récit militaire avec des snipers russes, une sniper russe plutôt, qui vient donc d'arriver chez Panini. Non, des snipers russes, des snipers et pas toute seule. C'est vrai. Donc en VF, chez Panini Comics, petit KO de l'indé, c'est bien. T'as mis 4,5 sur 5 dans ta critique écrite sur Comics Blog, alors c'est que c'est bien quoi. Bah, je tiens à dire que c'est pas un 4,5 en mode genre foncé, ça va forcément vous plaire. C'est un 4,5 en mode Age of Ultron. Non, c'est un 4,5 en mode. C'est un 4,5 en mode il n'y a pas de défaut. Tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, je peux pas légitimement mettre moins parce que ça me paraît. Après, les notes. Ça vaut ce que ça vaut. On a déjà eu ce débat. Nous et moi, vous savez ce qu'on pense des notes, c'est toujours plus un ressenti qu'il faut essayer de capter. Là, en l'occurrence, ça veut pas dire justement qu'en valeur frontale, c'est supérieur à tout ce qui sortira ce mois-ci. Je crois que j'ai mis 4,5 à Promethea. Arnaud, tu me promettais à 4,5 Oui. Ouais, bon. Grosso modo, c'est pas comparable les deux. Tu vois, ça, tu changes pas les mêmes choses dedans. Mais effectivement, donc, alors pour ceux qui ne le savent pas, chers amis, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait effectivement la guerre de l'autre côté de l'Atlantique, le côté de l'Europe, pardon, l'Atlantique, effectivement, oui, voilà, mécaniquement. Mais il y avait aussi, après l'accord qu'avaient passé Adolf Hitler et Joseph Staline pour ne pas s'attaquer, évidemment, Hitler était dans sa conquête, donc il a envahi la Russie. Il a battu pas mal de villes et puis à un moment donné le front s'est inversé grâce à l'hiver notamment 1941 où les soldats n'étaient pas équipés pour faire face aux conditions climatiques très rudes de la guerre en Russie et là s'est amorcée la grande reconquête de l'Europe par l'armée rouge qui est allée jusqu'aux portes de Berlin, etc. Et après la guerre froide s'est entamée, etc. Donc là en l'occurrence Garth Ennis avait déjà fait des volumes qui parlaient un peu de ça. Parce qu'il a couvert différentes facettes un petit peu du conflit de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu la guerre qui l'intéresse le plus. Et Garth Ennis, comme on l'a déjà aussi dit et rappelé, si Alan Moore par exemple a un leitmotiv qui serait justement la spiritualité ou l'anarchie ou la libération de l'esprit, etc., ou le temps, ou ce qu'on veut, Garth Ennis c'est vraiment la guerre qui occupe une bonne partie de sa bibliographie. Dans The Boys, il vous fait un volume entier qui ne vous parle que de la guerre. Dans Rover Red Charlie, ils vont croiser un toutou militaire, voilà, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. C'est son truc, ça l'obsède. Il aime la guerre et les fusils. Donc là, en l'occurrence, on pourrait se dire, ça va être du déjà vu, ça va être du déjà lu, ça va être justement ce que tu as déjà vu chez Fury, chez le Punisher, enfin le Punisher, voilà, pas dédicace, qui peut parfois être un peu rébarbatif parce que c'est vrai que lui il est passionné et donc il en parle très bien, mais si t'es pas comme lui un gros mordu des feuilletons Arte, tu te fais un peu chier par moment. Là en l'occurrence c'est bien parce que c'est pas du tout une leçon, il y a quasiment pas de contexte qui est posé, même il se sent pas le besoin entre guillemets de présenter pourquoi il y avait des femmes snipers russes, mais moi je vais vous le dire, il y avait... Merci Corentin. Donc effectivement l'armée rouge s'était aperçue qu'elle pouvait avoir de très bons résultats avec le fameux fusil Dragunov que vous voyez dans plein de jeux vidéo,
en formant un petit peu des gens au tir à distance. Et à l'époque, pour entre guillemets avoir les rangs les plus forts possibles, ils ont engagé des hommes, mais aussi des femmes. Et c'était le seul corps interarmé de la Seconde Guerre mondiale où il y avait justement autant de femmes qui venaient combattre en fait, donc sur le terrain. Et en l'occurrence, Sarah, vous l'avez compris, ça parle justement d'une snipeuse et de différentes autres snipeuses avec elle. Alors moi je dis sniper dans la critique parce que c'est un mot anglais qui normalement s'accorde pas, mais on peut dire snipeuse aussi si vous voulez. Et qui est vraiment en fait le héros, enfin l'héroïne justement, mais aussi le héros quelque part, initiant ultime, c'est-à-dire que c'est une nana qui est faite pour la guerre, qui pense avec un esprit militaire, qui est très taciturne, qui est très taiseuse, qui sait que ça va mal se finir, parce que c'est comme ça, et qui, un petit peu comme justement Frank Castle à l'époque de The Platoon ou de la guerre du Vietnam, n'avait pas de remords ni de ressentiment, qui savait ce qu'il fallait faire, entre guillemets, et on se pose même pas les questions de bien et de mal, parce que là c'est un soldat, c'est une soldate, donc le but est juste de défourailler l'ennemi, et il n'y a pas de caution morale. Garcinis ne dit à aucun moment que les Russes sont les gentils dans l'histoire. Il y a un propos qui est intéressant par rapport au fait que ce sont des gens qui combattent une dictature fasciste, alors que eux-mêmes sont le produit d'une dictature pas forcément fasciste au sens politique du terme, mais quelque part l'application est la même. Les soviétiques étaient justement pas les mecs très gentils, on va dire, pour résumer. Donc là c'est vraiment intéressant au sens où c'est vraiment très neutre, c'est très gris et c'est très froid. Et justement, le dessin de Steve Epting correspond vraiment très bien à cette mise en scène-là, parce que c'est les forêts de Sibérie, c'est les forêts de la Russie enneigées, c'est magnifique à regarder. Si, comme moi, justement, ce genre de paysage, ou les thrillers scandinaves, pareil, qui se passent dans la neige, c'est toujours une ambiance particulière. Enfin, la neige vraiment arrive bien à véhiculer l'immaculé blanc, justement, un sentiment de violence humaine et parfois même de désespoir, tu vois, où tu te dis justement que tu peux te faire chlasse en traversant un champ de neige et que c'est normal, entre guillemets, tu vois. Et là, c'est vraiment une très 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 bonne BD de guerre, au sens où c'est rythmé à la perfection. Tu vois différents épisodes avec différentes batailles, tu vois différents points d'action, tu vois un peu l'évolution, entre guillemets, de Sarah dans son rapport aux autres et son rapport à la propagande politique. Et tu vois justement des duels de snipers qui tartine, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très beau, c'est colorisé par une femme dont j'ai oublié le nom, Breitweiser, je crois, qu'elle s'appelle. Dans ce cas, c'est Elisabeth Breitweiser. Merci, ouais, tout à fait. Et donc, enfin voilà, graphiquement, c'est un sans faute. Au niveau du rythme, c'est un sans faute. Au niveau de la caractérisation, ça évite l'écueil de Garcenis habituel où justement il met parfois beaucoup d'ironie, un peu de gras, tu vois, il aime bien les couilles éclatées contre un mur, etc. Là, c'est pas du tout le cas, c'est serious business à fond. Et il y a même justement une sorte de petit pendant féministe, autant que peut l'être une BD de guerre évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de dresser un propos sur la femme qui est supérieure à l'homme ou une égalité éventuelle, mais par exemple justement les snipers russes croient que le régime stalinien va mettre en place une égalité, par exemple. T'as un moment donné aussi où elle combat un sniper et où elle joue sur son stéréotype genré, c'est-à-dire qu'en gros elle dit, enfin elle pense, on la lit en pensée, où elle dit, moi justement comme il sait que je suis une femme, il va s'attendre à ce que je réagisse de manière émotionnelle, tu sais, justement avec le stéréotype des femmes qui sont plus émotionnelles et moins froides que les hommes, etc. Il y a plein de trucs par rapport à ça. On voit aussi les soldats, justement, les vrais troufions, en fait, qui vont passer les belles snipers russes et qui se disent allez, beauté et tout, c'est pas pour les femmes ici, etc. Donc il y a quand même un propos assez bien digéré, justement, mais qui est pas du tout pamphlétaire, qui est pas au centre de l'action, au centre du volume même, mais qui te dit quand même que Garcenis sait ces choses-là, en fait. Même s'il en parle peu, parce que c'est vrai que quand même c'est un mec qui est habitué à écrire des rôles masculins, des méchants masculins, et qui a très peu l'occasion de parler de femmes, ou alors justement dans des postures assez stéréotypées, justement de la femme garçonne, un peu musclée, etc. Récemment, il avait fait aussi justement pareil par rapport à l'Union soviétique, dans Punisher Soviet, justement, un équivalent russe du Punisher, qui, tu vois, mais j'arrive plus à le dire maintenant, tu m'as déstabilisé. Il avait fait justement une sorte de parabole par rapport aux Melania Trump etc., de ce monde, les femmes de mafieux, les femmes de milliardaires, les femmes de politiciens, etc. Donc, quelque part, petit à petit, il se met un peu à la page, et c'est plus juste de la virilité bourrine à l'ancienne. Par contre, très clairement, comme je le dis dans la critique, c'est, encore une fois, comme sur Comics Blog, c'est du comics de guerre à fond les ballons. C'est-à-dire qu'il faut pas aller là-dedans en espérant... une once d'espoir. Mais une once d'espoir, même une once d'humour. Voilà, il doit y avoir deux vannes dans le bouquin où au début elles se font des blagues un petit peu en mode lesbienne, tu vois. Donc c'est pas pour les fans de Preacher et de non, pas du tout. Enfin, Preacher si, parce que Preacher ça peut être aussi très très sérieux par moment. Mais là c'est vraiment c'est le Garcenis qui rigole pas. C'est pas pour les fans de Hitman. Exactement, voilà. Et il y a un vrai respect, une vraie noblesse justement par rapport à ces guerrières là en fait quelque part où on montre différents profils. L'une qui est un petit peu dans le côté vengeur, on va défoncer les nazis parce que c'est la mère patrie et tout. Une qui est plus qui a pas grand chose à faire là en fait, tu vois, qui est plus simple, qui est plus humaine et compagnie. Une qui a conscience des problématiques par rapport à la hiérarchie, etc. Enfin c'est bien foutu,
c'est assez vraiment très digeste, justement, c'est le mot que je retiendrai, c'est ça se lit, en fait, ça se dévore très très vite. Et ça, oui, ça correspond à un certain cinéma de guerre, tu vois, comme Band of Brothers, par exemple, sans le côté, justement, tu sais, les bons gars, les bons GI qui se serrent les coudes dans les tranchées. Là, c'est plus une guerrière un peu loup solitaire qui va défourailler du nazi. Et les défourailler sans aucun remords, mais sans aucune cruauté non plus. C'est la guerre, c'est comme ça. Ouais. Et la guerre. Elle fait son taf, quoi. Voilà, exactement. Et puis voilà, je reviens juste vite fait dessus, mais c'est agréable de voir effectivement Ennis qui s'entoure de Epting et de Brett Weiser, parce que c'est vrai que le reproche qu'on peut souvent faire au série de Garth Ennis, c'est que c'est un mec qui bosse entre guillemets au copinage, c'est-à-dire qu'il a des potes. Ses potes de beuverie, on pourrait même dire, voilà, que sont Jason Burrows, qui a été Steve Dillon, et occasionnellement John McCree. Donc c'est des styles qui peuvent entre guillemets parfois décevoir, un peu surprendre ou quoi, parce que c'est vrai que c'est des traits particuliers. Là en l'occurrence, Epting, il y a pas de question à se poser. Ouais, non, c'est magnifique. Voilà, et en plus c'est un mec qui sait dessiner des personnages féminins comme il l'a montré avec Velvet ou avec Batwoman. Là, enfin, c'est justement, elle a vraiment une gueule, Sarah, et tous les personnages ont une gueule, un caractère et tout. Enfin, c'est super agréable à lire, à regarder. Mais encore une fois, voilà, je dis pas 4,5, ça veut pas dire foncez, ça va forcément vous plaire. C'est par contre justement pour des mecs comme République ou Phobos qui sont des gens qui aiment bien justement ce côté un peu l'histoire des femmes parallèle à l'histoire des armées, ça peut être un vrai sujet d'étude intéressant. Parce que il y a très peu d'œuvres. Enfin, si, il y a des œuvres qui parlent de snipers russes, de ces snipers-là, justement, la Ludmila Vaishitenko, je crois, qui s'appelait justement, parce que la fameuse snipeuse qui a tué 300 nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des films sur elle, mais c'est très peu importé en France. C'est pas des grands blockbusters comme les Soldats Ryan et compagnie. Donc, quelque part, il y a même peu d'œuvres qui parlent de ça aujourd'hui. On se souvient quand Battlefield était sorti, et justement, il y avait des soldates féminines et que tout le monde avait, enfin, tout le monde. Le Gamergate avait dit non, n'importe quoi, il n'y a pas de film pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais là, quelque part, on a une œuvre culturelle qui fait ça bien et qui prend ce sujet-là avec sérieux. Donc, très content. Et effectivement, l'édition de Panini est plutôt agréable. On pourra toujours se poser la question de pourquoi TKO n'a pas fini chez Bliss, mais pour du Garth Ennis, c'est des questions de contrat entre entreprises. C'est vrai que Panini a parfois été un peu capricieux avec le travail de Garth Ennis. Mais là, en l'occurrence, il y a un début, un milieu, une fin, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème de tome 2 qui serait publié, pas publié, tu vois. Voilà. Et donc ça coûte 19,95€, ça coûte 19,95€, ça coûte 20€. Je te fais chier en fait, c'est ça? Non, tu me fais pas chier, mais c'est la période de Noël, c'est aussi la fin de l'année, tu sais, c'est la fin de l'année, t'es crevé, tout simplement. Donc voilà, Sarah, donc 20 balles en grosso modo chez Panini Comics. On continue chez Panini, mais pour aborder un peu de super-héros. Alors parmi les nombreuses sorties des dernières semaines, j'avais envie de vous parler. Enfin, j'avais envie qu'on en parle ensemble, Corentin. Donc du premier tome du Deadpool de Kelly Thompson. Corentin, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle? De quoi ça parle? Ça parle concept très what the fuck dès le départ, hein, on va dire. Ouais, grosso modo, ça parle en fait de Deadpool qui se fait un peu chier, se sent un peu seul et qui va être missionné pour aller assassiner un roi monstrueux qui roi des monstres, un roi des monstres qui règne sur une petite cour justement de créatures un peu fantasmagoriques. Il va réussir à s'en débarrasser et va être élu roi des monstres à sa place, ce qui va poser des problèmes par rapport au reste de l'univers Marvel, qui va se dire Deadpool c'est quand même un gros taré, là il a un peu de pouvoir, en plus c'est des monstres qui foutent un peu le bordel, donc allons lui défourailler la tête. Et lui évidemment qui est un gros têtu mais surtout un grand solitaire qui est content d'avoir une petite cour, une galerie de freaks avec qui s'entend. Donc c'est la petite île de Staten Island là qui est donc au sud de New York, de toute la grande ville de New York, qui est donc effectivement prise. Alors mais ça reste loufoque hein, dès le départ parce qu'on dit que elle a été envahie par des monstres, mais que c'est quelque chose de légal parce que grosso modo il y a un vieux décret signé au XVIIIe siècle qui est toujours valide et qui fait que les monstres ont le droit d'habiter Staten Island. Il y a effectivement ce roi des monstres qui fout un peu le bordel et que Deadpool est envoyé assassiner. Il y réussit, sauf que la loi des monstres fait que celui qui tue le roi des monstres devient le nouveau roi des monstres. Et le problème, c'est que Deadpool est virtuellement immortel, donc il est bien destiné à régner ad vitam aeternam. Arrive donc le fait de vouloir se retrouver avec une galerie de personnages tous plus atypiques les uns que les autres, et rappeler aussi que Deadpool aussi quelque part est un monstre, hein, il a une nature qui est pas, enfin voilà, sous le masque c'est pas très jojo à regarder. On va dire. Ouais, c'est ça, le Biactol n'a pas fait ses effets, et donc il va devoir apprendre à régner sur ses disciples en sachant que ce sont des créatures qui vont pas forcément très bien avec le reste de la population de Staten Island qui est aussi là, qu'il y a tout un tas de problèmes effectivement avec le reste du monde et que Captain America peut venir faire chier du
du jour à l'autre parce que ça ne leur plaît pas. Et arrive ensuite un certain Kraven qui décide de faire de Staten Island son nouveau terrain de chasse. Et donc là, Deadpool va devoir prendre sur lui pour protéger ces sujets. Grosso modo, voilà, c'est un peu le pitch global. Ça raconte pas tout, parce qu'il y a pas mal d'autres choses qui sont abordées et d'autres personnages. Ça m'a fait un peu penser, tu vois, au début du run de Conner et Palmiotti sur Harley Quinn. C'est-à-dire que tu prends un personnage connu pour être un peu dingos, pour péter le quatrième mur, sauf que tu mets dans une situation qui est complètement inédite, et pour le coup, en tout cas là sur le premier arc vraiment qui est compris dans ce top 1, bah, c'est assez rafraîchissant en fait, tu vois. Pour moi, Deadpool, j'aime beaucoup ce qu'avait fait notamment Joe Kelly et Ed McGuinness, parce que c'est vraiment là le côté très marrant du personnage qui a été mis en avant. Il y avait le Deadpool dont tu es le héros qui était vraiment très très drôle aussi, bien sympa trouvé. lui, ouais. Après, depuis, il y a eu le volume de Scotty Young et Nick Klein, ouais, mais ça j'avais pas. C'était hyper beau. Nick Klein était brut au dessin, mais c'était. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'était pas ouf. Mais le truc, c'est que Deadpool, j'ai pas l'impression non plus que ce soit forcément le personnage qui va t'amener les grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée, tu vois, qui va forcément. Il y a des trucs qui sont ultra marrants, il y a des très bons team-up, il y a des très bonnes vannes, mais j'ai pas l'impression que ce soit un personnage qui soit destiné à forcément, voilà, être dans un vrai chef-d'œuvre. Et arrive du coup Kelly Thompson, sur laquelle le côté comédie, l'écriture, les vannes, on l'avait déjà vu largement à l'œuvre. La fameuse petite sœur de Bendis, comme on dit. Ouais. Non, mais sur le Hawkeye à la suite du Hara, c'était plutôt fun encore. Très bien ça, ouais. Dans les West Coast Avengers, c'était tourné en dérision. Cette équipe qui devait faire une émission de télé-réalité pour pouvoir juste se financer. Il y avait certains passages qui étaient vraiment hyper drôles. Donc c'était vraiment une bonne. Enfin, moi, j'avais plutôt une bonne attente de la voir là-dessus. Sur Captain Marvel, elle fait les choses plus premier degré, plus sérieusement, donc c'est pas forcément là-dessus qu'elle fait de l'humour. Mais donc voilà, c'est quand même aussi une des scénaristes, une des autrices qui a le plus grimpé chez Marvel ces dernières années. Donc forcément, la mettre sur un personnage d'une grosse envergure au vu de sa popularité toujours actuelle, c'était quelque chose d'assez attendu. Sachant que, comment dirais-je, elle s'adapte bien au code du personnage. Par exemple, on sait que Deadpool, c'est l'un des plus gros forceurs du game par rapport à la drague. On pourrait justement se dire que avec une scénariste femme, elle fera un effort entre guillemets pour pas forcément wokiser, mais justement essayer de féminiser un peu le style de dialogue, etc. Mais non, Deadpool, ça reste un gros blaireau. Quand une jolie nénette arrive, il dit ouais, comment elle est bonne et tout, et puis voilà, tu vois. Donc ça reste intéressant entre guillemets. Elle se met au niveau du personnage. Se réapproprie les codes, et pour le coup, avec ce postulat, alors franchement le postulat, je veux dire, sur le premier numéro ça m'a pas convaincu, mais à partir du second j'ai fait ok, je commence à comprendre le délire, et je vois pourquoi ça peut être intéressant et pourquoi son approche est plutôt originale, parce qu'en fait on les connaît pas ces monstres en fait, tu vois, et ça permet d'avoir des échanges marrants. Il y a notamment c'est un peu le syndrome Baby Yoda, quoi. T'as Jeff, du coup un bébé requin sur pattes qui arrive un peu pour qui vient de Gwenpool. C'est ça, qui vient de Gwenpool et qui débarque pour faire un petit peu la mascotte de la série. Il y a des échanges très premier degré et très drôles entre justement sa garde rapprochée qui est composée de plusieurs monstres où par exemple à un moment, quand il doit déterminer en fait quelles sont les capacités de ces sujets, il fait ah mais putain, mais vous êtes des monstres, il y a déjà un jeu de cartes à collectionner pour vous qui est sorti, regardez, j'ai les cartes, et voilà, t'as différents niveaux d'approche un petit peu méta, et puis par moment c'est un peu plus sérieux, notamment quand t'as Kraven qui apparaît, qui rentre en jeu, et donc il y a de la baston, c'est sanglant parce que justement elle lésine pas non plus à jouer sur le côté justement Deadpool est immortel, donc tu peux le trancher dans tous les sens, et ça va toujours bien se finir pour lui, et ça permet de faire toujours des gags aussi avec le fait qu'il se fasse découper en morceaux, et voilà, de faire du gore comique. Donc non, vraiment bonne surprise pour le coup. C'est pas ce que toi, je sais que t'es pas forcément aussi chaud que moi, mais après je pense que c'est une approche différente. Est-ce que t'as lu beaucoup de Deadpool justement à part Joe Kelly? Non, justement, non, je disais que je sais, c'est pas mon personnage préféré. Là, si je suis allé dessus l'explorer, c'est notamment parce que je suis par contre de façon assez assidue ce que fait Kelly Thompson, qui est une autrice que j'aime bien, et donc c'est pour ça que je voulais voir qu'est-ce qu'elle fait sur ce personnage, qui, au demeurant de quelques runs là que j'ai cités, n'a jamais non plus pour moi été le gars le plus intéressant de l'univers. Mais c'est le problème, en fait, c'est que c'est pas le plus intéressant de l'univers, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Alors là, quelque part, effectivement, on rajoute un nouvel environnement qui est du coup, oui, intéressant à explorer.
Mais moi, si tu veux, j'ai commencé. Enfin, je suis désolé de te couper, mais c'est vraiment comme Harley Quinn qui se retrouvait à Conner Island avec sa galerie de freaks. Moi, j'étais pas très fan de ça non plus. Donc, non, mais au début, c'était rafraîchissant quand même. Tu vois, il y avait ce côté rafraîchissant au départ, et puis après, quand ça durait sur 75 numéros, c'était devenu lourd. Donc j'espère que Thompson, de toute façon, on est chez Marvel. Il y aura un relaunch des Deadpool 3, on le sait très bien. Non, mais on est chez Marvel, donc il y aura jamais 75 numéros, et je pense que Thompson. Et aussi, tu vois, c'est un peu ça, c'est qu'il y a régulièrement des nouveaux volumes, tu vois, 2016, 2018, 2020. T'en as un grosso modo tous les 2 ans. T'as beaucoup de séries Deadpool parallèles, notamment Deadpool Black Panther, Deadpool machin, Deadpool bidule. Moi, la dernière série Deadpool que je suivais vraiment assidûment, c'était Spider-Man Deadpool. Parce que c'était rigolo. De Robbie Thompson. Ouais, c'était que de la vanne débile. Et c'était Spider-Man qui est un gros blagueur et Deadpool qui est un gros blagueur. Du coup, les deux ensemble, ça avait aucun sens. Hein. Scénaristiquement, ça n'avait aucun sens. Mais c'était marrant. Mais surtout, voilà, moi j'ai commencé Deadpool à l'époque de Panini, déjà, avec le Deadpool Corps. Tu vois, qui étaient donc différentes versions de Deadpool du multivers qui s'assemblaient pour faire une sorte d'équipe. Et à l'époque, il y avait la double narration où en gros, les pensées de Deadpool parlaient aux pensées de Deadpool. Et du coup, comme ils étaient tous des gros schizophrènes qui se parlaient, etc., il y avait vraiment des machins assez dits. Ça a disparu avec le temps, ça m'énerve par exemple. Tu vois, je trouve que c'est dommage d'avoir perdu un truc qui était unique et en plus qui avait bien été adapté en jeu vidéo et tout, tu vois. Deadpool Max aussi, pour moi, pour le coup, tu parlais de pas faire de la grande BD. Deadpool Max, c'est quand même vraiment une très bonne BD pour le coup et ça se lit carrément. Mais surtout, voilà, je veux dire, même Jerry Duggan, il avait rajouté une femme à Deadpool, tu vois, il l'avait un peu fait voyager, il avait chic là et tout. Et puis là, on est revenu sur du classique. Deadpool, c'est quoi? C'est un gogol. Il va grosso modo vivre des aventures de gogol et toujours chercher la punchline et parler beaucoup trop. Et mais elle s'en sort bien là-dedans, mais elle s'en sort pas mal. Hein, mais ouais, je suis d'accord. C'est sympa. Je dis pas que c'est mal écrit. Hein. Juste que moi, si tu veux, après, parce que j'ai lu le volume de Scotty Young. Voilà. Je sais pas, j'attendais, tu vois, parce que j'aime bien Scotty Young, j'attendais une fulgurance, tu vois, qui est pas venue. Et du coup, j'ai besoin d'autre chose, tu vois. J'ai besoin que ça se renouvelle vraiment, qu'il y ait vraiment un changement, que soit on le renvoie dans l'espace, soit on l'envoie en enfer, soit on passe dans une autre dimension ou quoi. Tu vois, Gwenpool, c'était une tentative un peu bâtarde de mélanger 2 modes qui étaient Spider-Gwen et Deadpool. Et je trouve qu'en fait, si tu veux, c'est un personnage qui est un peu prisonnier de ses qualité, on va dire, c'est-à-dire que Marvel se dit qu'est-ce qu'il faut que ça fasse soit de la vanne, il faut que ce soit genre Deadpool qui croise tel ou tel vilain, tel ou tel héros, qui fait interaction un peu méta et tout, et au final j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça en fait, tu vois, donc je respecte ton engouement, mais je ne le partage pas, tout simplement. Bah, je suis triste. Bah, je suis désolé. Bah, franchement, c'est pas très cool. Enfin, mais non, mais vous avez 2 avis, voilà. Positionnez-vous, feuilletez-le, et puis vous verrez si vous êtes plus Team Arnaud ou Team Voilà, avec Chris Bacalo au dessin, qui est plutôt pas mal en général. Ouais. Chris Bacalo, sauf que voilà, il y a le problème qu'il est un peu ancré par généralement 4 personnes différentes à chaque numéro. Ce qui, alors, d'un point de vue général, tu le ressens pas, enfin, ça te casse pas non plus à la figure d'une page à l'autre, quoi, parce qu'ils arrivent quand même un peu à s'accorder, mais tu sens quand même que voilà, c'est pas forcément les mêmes finitions de traits, tout ça, donc c'est un petit peu dommage. Petit bonheur la chance. Mais t'as Gerardo Sandoval sur le numéro 5 qui par contre lui pour le coup est vachement carré. Après ça reste espèce d'école de dessin pareil comme Spider-Man, tu sais, très cartoony, c'est aérodynamique avec des formes qui ne veulent pas réalistes ni dans le muscle, etc. Donc moi graphiquement ça me va, mais c'est vrai qu'effectivement c'est assez inégal d'un numéro à l'autre. En tout cas, voilà, donc un premier tome qui est sorti chez Panini, qu'on vous recommande ou pas. Enfin, c'est libre à vous d'aller checker, mais si vous aimez le personnage, je pense que ça peut vous intéresser. Donc ça sort chez Panini pour 18 €. Et on termine déjà, punaise, Corentin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive? Ça fait que ça va faire un podcast d'1 heure. on n'a plus l'habitude de faire ça, mais ça on ne le dit pas parce qu'il aura été coupé, donc les gens ne savent pas qu'il y avait un truc à couper. Ils l'ont spoilé sur la page Facebook. Tu comprends rien sur la page Facebook de l'essentialité du montage et de pas dire qu'est-ce qui a disparu de l'émission, sinon les gens croient que voilà, il faudra une Backy Shoes Cut pour. En fait, j'ai spoilé la fin de Walking Dead à l'étranger. Voilà. Et Arnaud était pas content. Bah non. Il m'a fait les gros yeux. Bah il faut pas le dire, ça. Bah oui, faut pas. Bah oui. Oui, il m'a frappé. Voilà. Vous savez désormais tout de cette version du podcast où je l'insulte en micro. Et donc, je disais, on termine chez Urban Comics de nouveau dans le DC Black Label pour faire le forcing, j'ai envie de dire, pour en reparler encore, de Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Achetez-le. TWJ. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une mini-série en 4 numéros, donc fomentée par Daniel Warren Johnson à l'écriture et au dessin. Donc
Daniel Warren Johnson, on vous en parle souvent parce que c'est un peu notre poulain, notre chouchou, j'ai envie de dire. Enfin, il a pas besoin de nous du tout, c'est ça, ouais. clairement, mais on adore en parler. Voilà, désolé, on fait le forcing souvent avec lui. C'est le petit, quoi. Donc, on avait parlé parce qu'il y a son Murder Falcon qui était sorti cet automne, donc dont on vous avait parlé dans les premiers numéros de First Print. Oui, c'est vrai ça. Bah oui. C'est le premier Back Issues. Un des premiers, ouais, sûrement, ouais. Effectivement. Donc, alors. Donc voilà, c'est Daniel Warren Johnson, c'est cet artiste hyper talentueux qui va toujours rechercher des idées et un imaginaire complètement dingue pour exprimer des discours très essentialistes et très humains au final. Donc il y avait aussi Extremity chez Delcourt qu'on vous recommande, il y a Space Mullet, le premier tome chez Aquilos qu'on vous recommande. Bref, on a toujours fait que recommander tout ce qu'il fait et ça ne changera pas avec Wonder Woman Dead Earth, donc qui nous présente dans un futur post-apocalyptique Wonder Woman qui se réveille d'un sommeil d'on ne sait combien de décennies. L'humanité est en crise, enfin, est carrément aux portes de la disparition. Il y a des créatures gigantesques, les Edrae, qui parcourent voilà, monstre géant, la surface de la Terre, et donc Wonder Woman décide de prendre en charge un de ces groupes de survivants et de les emmener vers Themyscira pour y trouver une forme de refuge. Et là-bas, elle découvrira des choses qui vont amener l'aventure à se poursuivre telle qu'elle est. Donc c'est un récit qui parle des fêlures de Wonder Woman, de sa perfection, mais aussi un peu du danger de ses pouvoirs. De la nature humaine. De la nature humaine, de la retenue. Il y a un peu une forme de discours aussi sur l'engagement et sur la façon dont tu peux mener tes combats de façon plus ou moins radicale, de voir si tu dois vraiment forcément être radical ou pas dans ton militantisme. Un peu comme Extremity. Un petit peu comme Extremity, effectivement. Mais voilà, c'est surtout une des meilleures écritures du personnage de Wonder Woman de ces dernières années. Et un des meilleurs dessins aussi. Ouais, mais peut-être un des meilleurs trucs sur Wonder Woman ever, en fait, hein, tout simplement, alors que oui, ça vient de sortir. C'est assez neuf encore, c'est encore assez frais. Mais je pense que, enfin, personnellement, j'ai pas de mal à dire que c'est un des meilleurs trucs sur Wonder Woman que j'ai pu lire. Et pour le coup, Wonder Woman, j'ai lu pas mal de choses maintenant quand même là-dessus. Donc ouais, je sais pas trop comment ne pas juste survendre le truc. Rigolo, c'est parce que pour ne rien vous cacher, on comptait aussi parler de death metal pour ce podcast parce que c'est sorti aussi là récemment. Ouais, mais très honnêtement, en fait, moi déjà, effectivement, j'ai pas eu le courage de me le réinfliger entre guillemets. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, le centre de death metal, ça reste quand même Wonder Woman dans un monde post-apocalyptique. Comme l'était d'ailleurs Batman Last Night on Earth, tu vois, il y a toujours ce côté Wonder Woman survit à l'apocalypse qui ravage le reste des super-héros, et c'est un petit peu... Alors parce qu'il y avait le film qui devait sortir cette année, parce que c'est aussi les 80 ans de Wonder Woman cette année. L'année prochaine, en vrai. L'année prochaine, ouais, voilà, bref. Donc il y avait ce côté un petit peu, voilà, créer un momentum éditorial sur Wonder Woman, mais c'est fascinant de voir en fait le comparatif entre les deux. Tu vois, c'est pas de tronçonneuse thémiskyrienne, pas de crête d'iroquoise et compagnie. Là, c'est vraiment une Diana qui même correspond peut-être mieux que quasiment toutes les versions qu'on a pu lire depuis 10 ans à l'idéal de William Moulton Marston et de ses épouses. Sur le côté, elle aime, pas au sens amoureux, elle aime l'humanité, elle aime l'humain. Elle aime son prochain. Voilà, elle aime son prochain. Et c'est vraiment un truc qui est super bien fait dans la biblio de Daniel Warren Johnson, parce que justement lui c'est un mec qui cherche un petit peu l'espoir entre guillemets au bout du tunnel, c'est-à-dire qu'il est toujours avec des personnages assez gris, dans des mondes assez tristes, assez pesants. Là en l'occurrence évidemment un personnage qui représente l'amour, la paix et l'amour et la paix, voilà, en fait simplement l'espoir, tu vois, c'est la déesse à la fois de la bienveillance, de la bonté, de l'intelligence et de la force, dans un monde qui justement a renoncé un peu à toutes ces valeurs-là. Ce qui rend le truc super fort, genre la scène où ils sont en prison justement et où elle dit I love you et le mec il fait You love me, il fait non mais pas juste toi, tu vois, j'aime toute l'espèce humaine parce que justement j'ai croisé un jour un pilote et la façon dont il m'a regardé, je me suis dit c'est magnifique et tout, c'est vraiment très très beau, très poétique, très humain et très direct, tu vois, justement par rapport à des mecs comme Snyder qui vont essayer de mettre beaucoup de mots dessus, etc. Là c'est très évident en fait, tu rentres, tu la cernes tout de suite et tu vois justement cette Wonder Woman qui est moins puissante, qui va aller très loin, hein, genre quand elle a... pas spoiler. Mais voilà, il y a quand même des combats qui sont assez burnés, mais elle a pas cette stature justement de gravure de mode, tu vois, d'icône de magazine. Justement, il casse un peu cette nature iconique, il interroge un peu le statut divin des héros d'ici de façon générale, mais particulièrement de Wonder Woman et de sa supposée perfection un petit peu, parce que c'est quand même un peu cet idéal qui avait été voulu par Marston à l'époque. Hein. C'était vraiment c'était l'image de la femme qui selon lui devait de gouverner le monde. Ouais. Bon, arrive ce qui arrivera dans Dead Earth, mais ouais, t'as ce discours sur le fait un petit peu de
de casser tes idoles et en même temps de montrer pourquoi ces personnages, malgré leur statut iconique, en fait, restent très proches des personnes qui les ont créés et de voir ce que ça apporte comme complexité nouvelle de ce travail au personnage et notamment son rapport à l'humanité, à sa patrie, qui aussi est interrogé là-dedans et qui est juste d'une puissance, d'une démonstration de puissance qui est dingue à la fois dans les idées, mais après aussi sur le dessin, parce qu'il y a des fulgurances, mais à chaque numéro, il n'y a pas une planche qui soit pas, même dans les moments les plus simples, c'est beau, et quand le mec décide de faire péter l'action, mais c'est hallucinant. Il y a peu de mecs qui dessinent des scènes de combat comme lui. Mais oui, mais tu sais que moi, à la relecture, ça m'a déjà fait ça quand je l'avais lu en VO, mais à la relire là dans cet album, t'as pleuré, c'est ça? Non, j'ai pas. Si, j'ai un peu pleuré sur la fin. Je crois qu'il y a des passages qui m'ont ému, mais juste il y avait quand même des planches où mais je tremblais. Enfin, je ressentais l'excitation de l'action du truc. Dans le troisième numéro, il y a un combat qui éclate des trucs. Enfin, je vais pas dire que ça éclate des KR, mais qui est du niveau des. Enfin, c'est un peu le DKR quelque part justement de Wonder Woman, mais pas au sens de carrément, parce que quelque part des DKR, si on met de côté le message de DKR, c'est vraiment une lecture d'auteur, une prise d'auteur sur un personnage qui passe à travers le temps et qui découvre que le monde ne lui correspond plus et qui du coup réagit en conséquence et qui va proposer des combats entre guillemets opposés à d'autres visions, on va dire, de l'héroïsme chez DC. Mais là c'est la même chose, mais en plus je trouve que ça va plus loin en un sens, notamment au niveau des couleurs. Tu vois, il y a un parti pris au niveau des couleurs. Voilà, Max Spicer, enfin c'est incroyable parce que justement, on en parlait par rapport à Three Jokers, tu vois, où toi tu me disais Fabok, etc., il fait le taf. Mais c'est quand même ces couleurs un peu de ces grises, très industrielles, très sombres. Là vraiment, ça se met au niveau d'une série indé quelque part. On dirait presque du Image Comics justement dans la générosité de ces couleurs ocre, assez flashy par moments, assez grises par endroits, assez descendues. Et en fait, les couleurs convoquent aussi le message. Ça va avec le côté un peu ludique aussi de Johnson qui quelque part dans toute cette espèce d'avalanche de messages, ne peut pas s'empêcher de mettre des putains de monstres géants insectoïdes, parce que c'est comme ça, et on est content de les voir, évidemment. Et enfin, vraiment, graphiquement, c'est un croisement entre, justement, cette espèce de génération qui a lu les BD Image Comics, comme Murder Falcon, et qui adore ce style-là vachement puissant, qui fait pas de compromis, et au niveau esthétique, et au niveau du message, qui rencontre enfin, j'ai envie de dire, le super-héros. Tu vois, là, on parlait de Deadpool, de Kelly Thompson, mais on pourrait parler de tout ce qu'on parle généralement dans les... Tu vois, il y a toujours un compromis à faire quand t'es fan de super-héros, en te disant... Ce sera pas au niveau de Marcos Martin, ce sera pas au niveau de Saga, etc. Même s'il y a de très bons dessinateurs, de très bons scénaristes, c'est pas une lecture parce que les personnages ne leur appartiennent pas, tu vois. Là, pour le coup, il y a vraiment ce côté, au-delà de même du côté, c'est le meilleur truc de Wonder Woman, etc. C'est vraiment du jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une Diana qui ressemble à ça, on n'a jamais vu une Diana qui se bat comme ça, on n'a jamais vu une Diana qui a ce message-là précisément. Et encore une fois, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas tout à fait inédit. Tu vois, le côté Wonder Woman après l'Apocalypse, on l'a eu récemment. Moi, ça ne m'a pas marqué, alors que quelque part, c'était une bonne idée, mais là, pour le coup, qui est enfin bien faite. Tu vois, et puis vraiment, oui, les planches, ça défonce, quoi. Il n'y a rien à dire. Et c'est vraiment le croisement entre Extremity et Wonder Woman, mais avec justement le message un peu grisonnant de Murder Falcon. Enfin, la bibliographie de DWJ, elle est assez évidente quand tu la prends point par point, et c'est génial de voir que DC l'a laissé travailler en fait, et l'a laissé faire en fait son truc. Quelle anomalie presque, t'as envie de dire. Après c'est en Black Label, donc voilà, et DC n'a pas trop peur dans le Black Label sur la question de violence, donc ça pouvait justifier. Puis ils ont peut-être compris juste qu'ils avaient réussi à choper que Jim Lee quand ils se sont rencontrés, parce qu'il y a un entretien qui est à la fin dans les bonus qui est plutôt intéressant à lire, même si c'est un peu ça reste un peu auto-promo quand même, tu vois, dans ce qu'il raconte, mais c'est intéressant. Mais voilà, quand ils se sont dit, ouais, on a quand même Warren Johnson avec nous, ouais, on va pas le faire chier, enfin, le faites pas chier, quoi. Le mec fait des pépites sur papier. Des pépites. Ouais, non, mais littéralement, vraiment. Donc, heureusement qu'ils l'ont laissé faire ce qu'il voulait. Après, il faut voir si c'est une relation qui est amenée à continuer. Là, il fait Beta Ray Bill chez Marvel. Oui, t'as raison, ouais. Donc, ça y est, il a pris le créneau. Ouais, on verra. À voir s'il refait quelque chose après chez DC. Il faut jamais dire jamais. Je veux dire, peut-être que même Dead Horse pourra avoir une suite, techniquement, tu peux imaginer. Même si là, c'est un album qui est largement complet, qui suffit carrément à lui-même. Tu peux, je ne dirais pas non à une replongée dans cet univers. Moi non plus, mais juste c'est toujours assez amusant de se dire qu'il y a cette espèce de nostalgie, de chape de plomb nostalgique qui étouffe un petit peu les comics de super-héros, où on se dit 86, tout a été fait en 86, voilà, c'était l'année. Bah non, regarde. Voilà, et justement, on arrive en fait à montrer, déjà, tous les personnages n'ont pas eu leur DKR ni leur Watchmen. Là, on commence on y arrive enfin, et surtout, on arrive enfin à casser l'unité graphique, tu vois. C'est pas du Jim Lee, c'est pas non plus du Jill Thompson quelque part, tu vois, c'est vraiment un truc très à part. Et encore une fois, moi ce que j'admire, c'est effectivement, et comme tu dis, c'est assez surprenant pour DC Comics, l'authenticité de ce bouquin. Tu vois, c'est sincère, c'est vraiment une lecture d'auteur sincère. Ouais.
Et je trouve que justement, on en parle souvent, mais au carrefour des événements un peu colossaux, des ongoing qui n'en finissent plus, des relaunchs perpétuels, c'est vraiment très agréable de voir que les super-héros peuvent encore avoir cette énergie-là, tu vois, qui même te fait poser des questions par rapport à pourquoi on l'a pas fait avant, quelque part. Tu vois, parce que Wonder Woman, justement, j'ai du mal à dire que c'est la meilleure histoire de Wonder Woman, parce que c'est quand même très particulier. Tu vois, c'est pas l'histoire de Wonder Woman que je considère un mec qui veut commencer Wonder Woman, tu vois. Non. Et c'est là justement que c'est intéressant. Non, c'est effectivement très atypique et c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains parce que graphiquement, voilà, c'est ultra violent, donc tu mets pas ça dans les mains des plus jeunes. C'est un style aussi qui demande peut-être d'avoir un petit peu, qui demande d'être un petit peu adopté, tu vois, être un petit peu à travailler avec, mais je pense avec ton regard de lecteur. Si t'as jamais lu de comics et que tu tombes direct sur Dead Earth, je sais pas si ça mais peut. à mon avis, en Europe, on est peut-être plus réceptif à ce style-là, à mon avis, parce que justement, tu vois, aux États-Unis, ça a très bien marché aux États-Unis. C'est peut-être plus justement les métalleries avec ce style de comics très mainstream qui va plus leur parler que nous. Justement, on a plus l'habitude de la variété des styles et tout. Même, tu vois, on pourrait se dire qu'il y a ce côté un peu rond, un peu familier à l'Ankama, tu vois. Ce serait un peu réducteur de. Enfin, il y a quand même. On voit maintenant que, oui, il y a un style mainstream qui existait, tout ça, il y a des codes et tout ça, mais il y a aussi une diversité de mais en super-héros, je trouve qu'elle peine encore à s'exprimer sur les trucs aussi événementiels, tu vois. Ouais. J'aimerais justement qu'il y ait à la fois plus de Daniel Warren Johnson et plus, en fait, de lecture vraiment d'auteur. Pas au sens un point de vue particulier, mais aussi vraiment un produit une œuvre qui soit du début à la fin la réflexion d'un ou d'une équipe créative et qui se pose pas la question de est-ce que c'est cohérent dans la ligne, est-ce qu'on va se perdre de ça, etc. Et justement, on avait fait un podcast sur le Black Label. Moi, c'est vraiment ça que j'attends du Black Label, pas des Joker sort vite faisant du Joker, Harley Quinn sort, Birds of Prey sort vite faisant du Birds of Prey. Là, évidemment, c'est difficile de ne pas se dire qu'ils ont pas pensé au côté Wonder Man 84 et compagnie, mais il y a tellement peu en fait de rapport entre les deux que il faut insister là-dedans, il faut faire du Black Label un arche de série justement comme ça puissante qui sans je crois de mémoire dans l'interview que j'avais fait de Daniel Warren Johnson, c'est lui qui voulait, on lui a proposé juste de faire un truc sur un personnage d'ici, on lui a dit ouais n'importe lequel, on lui a dit ouais, il a fait ok Wonder Woman je peux, et voilà c'est lui qui voulait le faire. Continuez les frérots. Donc voilà, cette authenticité tu la ressens de toute façon dans tout le bouquin, et en plus j'ai envie de vous dire un tel ouvrage ça vous coûte 19€, c'est même pas 20 balles. Franchement, même 25 balles, franchement, tu le prends. Ouais, mais même à 30, voilà, je le recommanderais. Parce qu'attends, on n'a pas dit c'est 4 numéros, mais ils sont oversize. Hein, c'est du oversize, c'est plus grand format, c'est une jolie édition. Enfin bref, c'est du bonheur. Donc Wonder Woman Dead Earth, le forcing ne finira pas et on ne s'arrêtera pas tant que. Si, il s'arrêtera au prochain volume de Warren Johnson. Non, il s'arrêtera quand 100% des gens sur Terre auront lu Dead Earth et on s'arrêtera pas avant. Ah merde, voilà. Ouais. On a pas un petit moment quand même. Chacun ses combats, Corentin. Donc voilà, c'est la fin de ce Back Issues, une bonne petite heure. Mais du coup, voilà. tu le conseilles ou pas? Parce que j'ai pas compris. Je le conseille, mon gars. T'as pas compris, J'achète pas. Mais tu l'achètes 3 fois, tu l'offres, tu le fais découvrir, tu le prêtes, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu fais des châteaux de sable avec, je sais pas, tu fais tout. Tu fais tout château de sable avec des bouquins, du coup. Ouais, non, mais tu le sers en base de tes Tu le brûles? Après, tu as un château de sable. Non, tu le brûles pas. Jamais tu le brûles. C'est bien. Voilà, tu le protèges et surtout tu le prends, tu le lis, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais lisez-le en fait. Lisez-le, voilà, tout simplement. Ce que vous voulez. Et donc c'est la fin de ce Back Issues, voilà une petite émission d'1 heure pour vous occuper entre Noël et Nouvel An. On espère que ça vous fait du bien de nous entendre et que voilà vous avez quelques idées de lecture, de choses à approcher. Voilà, c'est une petite sélection de la VF en attendant la prochaine puisqu'il y en aura. Oh, oui. Bah oui, il y en aura forcément des autres puisqu'on va vous reparler. Claquez tout votre 13e mois chez le libraire. Ouais, c'est ça. et on espère que ça vous a plu. Donc voilà, on vous invite à partager comme toujours sur les réseaux sociaux nos émissions pour faire découvrir des choses. On mettra une petite news sur Tipeee pour discuter de si vous avez lu certaines choses ou pas, et voilà, vous pourrez nous dire si Dead Earth du coup vous l'avez lu, et on espère qu'il y aura 100% de oui, quand même, c'est un petit peu le but de ce podcast. En fait, on a parlé des 5 autres comics juste pour parler de Dead Earth, en fait, c'était juste un vilain prétexte. Il y a déjà des lecteurs, des auditeurs, qui l'ont découvert grâce à ton forcing, justement, j'imagine. Donc voilà, faites une suite après aussi, et le monde sera parfait. Corentin, merci une fois de plus de m'avoir accompagné pour cette émission. Donc voilà, les partages, tout ça, vous connaissez le refrain. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec plein de comics pour vous accompagner pour la fin de cette année et une année 2021 qui, je l'espère, sera meilleure avec de bien bol BD. Ouais, ça commence pas. Très très gros bisous à tout le monde et à bientôt pour le prochain podcast First Print. Salut.